Monsieur le président, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, le maire, vous le savez toutes et tous, incarne la République du quotidien. Chaque maire exerce ses missions au service de l'intérêt de ses administrés. Il a certes les qualités d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, mais il tire surtout sa légitimité du suffrage universel direct, lui-même issu du legs de la Révolution française. Et oui, il est très souvent bénéfique et utile de puiser dans notre passé pour mieux penser notre avenir. Permettez-moi donc de citer les articles 4 et 5 du décret du 14 décembre 1789. Ceci prévoit que le chef de tout corps municipal portera le nom de maire et que tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté pourront concourir à l'élection du corps municipal. Cet héritage révolutionnaire modelé au fil des régimes semble malheureusement éloigné du ressenti actuel d'une majorité d'élus locaux. Comme nombre d'entre vous, je vais régulièrement à la rencontre des municipalités et des élus municipaux. J'ai été encore vendredi dernier dans la vallée du Val-Gaudemar dans les Hautes-Alpes. Et les témoignages dépeignent unanimement des conditions de mandat dégradées, voire parfois perçues comme dégradantes, avec des menaces de renoncement qui mettent en danger l'avenir de nos communes, notamment rurales. Les maires sont confrontés à une exigence croissante des citoyens vis-à-vis des élus, avec un recours plus fréquent à la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Plusieurs élus de mon département en ont été malheureusement victimes. Je pense aux maires de Briançon et de Trescléou, dont les véhicules furent incendiés ces 2 dernières années. Parallèlement, les modalités d'exercice du mandat se complexifient au regard de l'inflation normative et de la difficulté de conjuguer vie politique et vie privée. Dans certains cas, la fonction d'élu local peut même relever de la contrainte. Il me vient à l'idée le cas de 2 maires, là aussi dans mon département, Névache et Puy-Sanières, qui co-gèrent une librairie dans la commune de Névache. Bien que l'activité professionnelle soit distincte de leur mandat, ces 2 élus n'ont pas pu bénéficier d'aucune aide publique. Les dossiers de subvention nécessitant généralement une délibération municipale, les 2 maires encouraient le risque d'endosser une posture politique délicate vis-à-vis de leur population, pour laquelle aujourd'hui, le moindre soupçon de conflit d'intérêts s'avère destructeur pour toute personnalité publique. Être élu local, c'est aussi être le réceptacle universel de toutes les revendications dès lors que l'État territorial se désengage. Le maire se retrouve bien souvent, dans les faits, comme le seul délégué de tous les services publics, comme la seule personne responsable de toute l'action publique. Telle est la réalité d'un grand nombre d'élus ruraux, confrontés seuls aux maux de la société. Le réarmement des territoires, que le gouvernement appelle de ses vœux, doit se concrétiser dans les faits. L'État territorial n'est pas un concept théorique. Il doit se traduire sur le terrain par un renforcement des moyens humains et financiers. Vous connaissez tous, dans cet hémicycle, le duo dynamique et structurant que forment le préfet de département et le maire. Il est tout aussi essentiel qu'efficace. Je l'ai encore constaté en fin d'année dernière, lorsque dans mon département, on a été touché par des aléas climatiques de grande ampleur. Il ne faut donc pas fragiliser l'empreinte de l'État dans les territoires, au risque de faire face à un délitement des missions régaliennes de ce dernier. Les conditions d'exercice du mandat que je viens de présenter appellent une réaction du législateur pour un vrai statut de l'élu local. Alors que le président de la République s'était engagé en 2017 à présenter un projet de loi de décentralisation, le grand bouleversement annoncé a accouché d'un catalogue de mesures techniques et, disons-le, vraiment d'une petite souris baptisée 3DS, axée sur la déconcentration plus que sur la décentralisation ou la différenciation. Si le gouvernement a cédé aux sirènes de l'immobilisme et peut-être aux nombreux prophètes dans l'administration ministérielle adeptes de la centralisation, le Sénat, lui, agit. En ce sens, la proposition de loi que nous avons aujourd'hui à discuter, déposée par le président Buffet, a été également adoptée, le 10 octobre dernier, et il visait le renforcement de la sécurité des élus locaux et la protection des maires. La délégation aux collectivités territoriales a également conduit des travaux sur la question de l'élu et de son statut. Je peux citer particulièrement le rapport relatif à l'engagement dans le mandat local et l'amélioration des conditions de son exercice, déposé le 14 décembre dernier, avec comme rapporteur notamment notre collègue Pascal Martin. Dans la continuité de cette dynamique, la Haute Assemblée examine aujourd'hui la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local. J'en profite pour saluer les 3 rapporteurs, Jacqueline Eustache-Brinio, Éric Kerrouche et bien sûr l'incontournable présidente de notre délégation, Françoise Gatel, pour la qualité du travail réalisé. Le texte poursuit plusieurs objectifs qui sont évidemment portés dans le bon sens par nos élus et notamment attendus dans les territoires. D'abord, l'attractivité de la fonction dépend de l'amélioration du régime indemnitaire. S'engager pour sa collectivité relève avant tout d'un contrat moral noué avec les électeurs.
Ce n'est pas pour autant que nos élus doivent forcément être bénévoles ou bénéficier d'une indemnité de fonction s'apparentant à une indemnité de subsistance. Endosser des responsabilités politiques n'exonère pas des aléas de la vie professionnelle et personnelle. Il s'agit pour cela de l'accompagner et ce texte fait des propositions allant dans ce sens. Le titre 2 du texte vise aussi à faciliter l'engagement des élus locaux et à améliorer les conditions de mandat. Tout citoyen doit pouvoir s'engager au service du bien commun, quelle que soit sa condition. Je salue la création du statut de l'élu étudiant ou encore la possibilité pour les collectivités de compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'occasion d'un congé maternité. Par ailleurs, il est opportun que la commission des lois ait adopté l'amendement que j'avais également déposé visant, pour éviter la confusion des rôles de chacun, à supprimer le dispositif prévoyant l'organisation de formation pour les élus locaux par le CNFPT. Je me demande encore comment une telle mesure avait été envisagée au départ dans ce texte. Je regrette aussi que le texte qui nous est aujourd'hui soumis n'aborde pas la situation des élus des Français de l'étranger, toujours absents des discussions et de nos débats. La dernière partie de la proposition de loi sécurise aussi la sortie de mandat des élus locaux, de manière à les accompagner jusqu'à l'expiration du mandat et au-delà pour leur retraite, avec la valorisation proposée d'un trimestre par mandat plafonné à 8 mandats. Sans l'ensemble de ces mesures, je peux vous annoncer, sans trop me tromper, que les prochaines élections municipales de 2026 seront celles du désengagement et de nombreuses listes incomplètes, notamment dans les communes les plus rurales. Notre mission finale, c'est de lutter contre le malaise ressenti par les élus locaux, de lutter contre les hausses des violences envers ces élus locaux, de les accompagner de manière croissante dans l'exercice de leur mandat, de contrer aussi le désengagement de l'État dans les territoires. Cette proposition de loi doit contribuer à lutter contre les crises des vocations. Si 309 d'entre nous sur 348 sénateurs ont co-signé ce texte, Madame la Ministre, c'est dire la puissance de cette proposition en écho des attentes formulées et ressenties sur le terrain. Le gouvernement doit donc entendre la force des territoires. Madame la Ministre, cette proposition de loi n'est pas une première brique, comme vous l'avez indiqué, posée sur la table des élus locaux, mais ça doit être une maison commune à rebâtir avec un maire reconnu, avec un maire qui a la confiance de nos concitoyens, ce qui n'est pas le cas, hélas, souvent des élus nationaux. Alors, Madame la Ministre, allons jusqu'au bout pour rester crédibles en soutien des maires et des élus locaux de France. Faisons en sorte que le texte proposé aujourd'hui trouve également une suite à l'Assemblée nationale et que nous puissions, avec une commission mixte paritaire fructueuse, trouver enfin des réponses concrètes au silence et parfois au silence coupable, des élus qui n'en peuvent plus d'exercer des missions dans des conditions dégradées. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, et Mesdames et Messieurs les chers collègues, le groupe Union Centriste soutient avec force ce texte qui répond aux attentes des élus locaux et je crois pouvoir dire que c'est une urgence de pouvoir répondre à ces attentes des élus locaux. Je vous remercie.